Bonjour, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je suis un imposteur. J'enseigne en master mais je n'ai que le bac. Si vous avez suivi cette série de vidéos, vous savez que je suis parti en vacances suite à mon dernier contrat freelance. Donc je rentre d'Asie, tout fier d'avoir vécu les meilleures vacances de ma vie et je dois recommencer à me replonger dans le banc du travail et surtout faire ma rentrée sociale. Donc pour ma rentrée, je commence à participer à plusieurs événements, à des meet-up dans des milieux divers et variés. J'essaye de retrouver aussi une vie plus tranquille pour pouvoir faire le bilan de ces 2 années passées. Les 2 dernières années que j'ai passées étaient tellement intenses que j'ai eu l'impression de vivre 4 ans en seulement 2. Quand je fais le bilan de ces dernières années, je trouve que le bilan est correct. J'ai atteint pas mal des objectifs que je m'étais fixés avant. La première grosse étape que j'avais réussi à accomplir était l'autonomie financière. J'avais ouvert une entreprise et fait mes premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, j'avais pris confiance en moi en connaissant mes forces et mes faiblesses. C'est bien de faire des bilans, mais maintenant il fallait que je passe à une autre étape. Je voulais augmenter ma chance. Comment augmenter sa chance ? Je me suis dit que la chance c'était quelque chose qui pouvait se travailler. Pour travailler ma chance, j'avais décidé de m'exposer le plus possible à des événements où je pouvais avoir de la chance et du coup, par conséquent, si mon taux de chance restait constant, j'allais avoir plus de chance parce que plus de tentatives. Ça me semblait simple et stupide, mais c'était marrant, du coup j'ai décidé d'y aller. Donc je reprends les meet-up et les activités en tout genre et je décide de muscler mon jeu pour travailler ma chance. Pour développer ma chance, il y a 3 étapes à respecter. La première est de reconnaître des opportunités. Une fois que j'arrive à reconnaître les opportunités, il faut que je sache les saisir. Quand j'ai réussi à saisir les opportunités, je dois maintenant pouvoir les créer. Comme ça, quand je crée une opportunité, je la reconnais, je la saisis. Et ce cercle est vertueux. Le deuxième truc que je voulais faire pendant cette année aussi était de développer mon esprit critique. Je fais pas mal d'événements sur l'entrepreneuriat et ce que je vois au cours des événements m'incite à développer mon esprit critique. Dans l'écosystème startup parisien, je voyais beaucoup d'entrepreneurs et je voyais des bons entrepreneurs et des mauvais. Mon objectif de l'année était de déterminer ce qui faisait d'un entrepreneur qu'il soit bon afin de pouvoir en devenir un moi-même. Je ne sais toujours pas ce qui fait un bon entrepreneur, mais je connais pas mal de pistes qui permettent de déterminer les mauvais. Le fait d'arrêter de travailler m'a rendu grandement disponible et je commence à vivre un peu au fil de mes envies. Je m'intéresse particulièrement à l'éducation car je trouve le système éducatif pas assez efficient et surtout inadapté à l'environnement actuel. Donc pour ça, je vais à tous les événements en éducation, je lis pas mal de livres et de documentation sur internet et je cherche à comprendre comment on pourrait améliorer les choses. En même temps, je côtoie les sphères entrepreneuriales, je fais pas mal d'événements. Je trouve que ces événements sont très intéressants pour rencontrer des gens et découvrir de nouveaux projets. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir les créateurs de start-up pitcher leurs idées. Et à chaque pitch, on peut apprendre de nouvelles choses sur les interactions, la communication et comment faire en sorte qu'une foule comprenne les idées que vous essayez de lui faire passer. À côté de ça, je prends aussi beaucoup de temps pour moi-même. Ça me permet de lire, de faire du skate, de revoir mes potes. Ça me permet de reprendre une vie sociale qui a parfois été un peu délaissée au profit du travail. Parfois, avant de me coucher, je me demande pourquoi les gens trouvent mon parcours si spécial. J'ai l'impression d'être un imposteur, car il y a beaucoup de fascination autour de mon parcours, alors que je n'ai pas fait d'efforts surhumains ni de choses inatteignables. Je suis mal à l'aise avec ça, sauf si ça me permet bien sûr de négocier les contrats avec un TJM plus élevé. Dans la continuité de mon objectif de travailler ma chance, je fais de plus en plus de rencontres exceptionnelles qui change ma vie. Avant, j'avais vraiment une montée en compétences qui était très technique, alors que maintenant, c'est plus une montée en compétences sociales, de communication, d'interaction, de travail d'équipe. Je rencontre beaucoup de gens qui m'inspirent de par leur travail, leur courage ou leurs œuvres. Je rencontre aussi des gens qui changent mes habitudes de vie. Pendant cette période, je me rends compte aussi que j'ai énormément gagné en maturité. Le fait d'avoir travaillé avec des gens plus vieux que moi et des milieux divers m'a permis de garder les pieds sur terre et de prendre du recul sur mon environnement. J'ai aussi eu l'expérience de gagner un peu d'argent pendant la freelance, mais mes habitudes n'ont pas changé, je continue à manger autant de pâtes. C'est seulement mon rapport à l'argent qui a un peu changé et je suis maintenant beaucoup plus détaché vis-à-vis de la question. Tout ce temps libre et tous ces événements m'amènent à la construction de mon réseau, qui est fait de manière beaucoup plus professionnelle et efficace qu'à l'époque. Le fait de participer aussi à autant d'événements me permet de voir des gens qui ont des intérêts communs et de faire mes premières mises en relation. Mes premières mises en relation marchent plutôt bien, ce qui m'encourage sur cette voie. En plus de ça, ma disponibilité est un grand atout et ça, mon réseau me le rend bien. Un jour, je suis avec un de mes potes et il va boire un verre avec des gens qui sont en train de monter des bootcamps autour de l'intelligence artificielle. Étant disponible et rien à faire ce soir-là, je décide de le suivre.
Donc je rencontre ces personnes, on discute, le feeling passe bien, et à ce moment-là, ils m'expliquent qu'ils ont réussi à vendre des cours dans des écoles privées, mais qu'avec le bootcamp, finalement qui est trop chronophage, ils ont besoin de gens pour assurer ces cours. Du coup, ils me demandent si ça ne m'intéresserait pas. À ce moment-là, je me dis qu'à 42, on a appris à apprendre, que ça n'a pas l'air si compliqué d'enseigner, ça peut être une bonne expérience sur le CV, donc je décide de m'engager. Donc je note les différentes dates des cours que je dois dispenser, et hop, me voilà nommé professeur. D'autant plus que c'est une expérience très enrichissante. Personnellement, elle est aussi bien payée. Pour donner des cours, je suis payé entre 85 et 95 € de l'heure. Donc l'objet de mes cours est d'enseigner la manipulation de données et l'intelligence artificielle à des élèves en master. Ce qui est plutôt marrant, c'est que c'était l'année où je devais rentrer en master si je n'avais pas arrêté l'école un an plus tôt. Cette opportunité s'accompagne de deux problèmes mineurs. Le premier est que je dois préparer du matériel de cours pour les élèves de master et tous les cours que je dois dispenser. Et le second, c'est que je n'ai pas de légitimité à passer ces cours. Il va falloir que je travaille sur moi-même pour assumer la responsabilité. Du coup, quelques jours plus tard, c'est la rentrée des classes. Je dois donner mon premier cours en master. C'est une petite classe, une classe de 10 élèves environ, où je dois leur enseigner les b.a.-ba de l'intelligence artificielle. Donc j'arrive dans l'école avec mon allure d'étudiant, je rencontre les élèves, je leur explique mon parcours, pourquoi je suis là et ce qu'on va faire ensemble. C'est à ce moment-là que je commence à me rappeler pourquoi je n'aimais pas l'école. J'essaye de rendre mon cours un peu interactif, mais ils sont timides et moi aussi, ce qui n'aide pas les choses. Ils repartent quand même avec des connaissances, mais je finis mes 4 heures de cours épuisé et légèrement frustré car je ne sais pas si les étudiants ont réellement apprécié ou s'ils m'ont dit ça par politesse. Le deuxième cours que je dois donner est dans une autre école, je fais un remplacement. C'est un groupe d'une 50aine d'élèves, toujours des élèves en master, sur une technologie que je ne maîtrise pas bien. Donc je commence à me demander sérieusement comment je vais faire pour gérer cette classe, gérer le fait que je ne sois pas ultra à l'aise avec la technologie et quand même pouvoir dispenser un cours de qualité. Je balaye tous mes doutes en me disant que si on m'a donné cette mission, c'est que les gens me faisaient confiance dans mes capacités à surmonter l'épreuve. Donc je pars tête baissée. Il faut savoir que quand je donne ces cours, le temps de préparation n'est pas facturé. Donc je me dis que je vais trouver une ruse pour préparer le moins possible et que mon cours soit le plus efficace. C'est parti, je dois préparer mon cours, je reprends mes vieilles habitudes d'apprentissage, donc je lis toute la doc de la librairie que je dois présenter aux élèves. Ensuite, je trouve une batterie d'exercices qui servira d'échauffement au groupe et je prépare un petit projet qui va nous permettre l'après-midi d'appliquer à un cas concret tout ce que nous avons appris le matin. Comme je ne suis pas un expert dans la thématique que je veux enseigner, je décide de prendre une pédagogie qui permet à l'intelligence de groupe d'apprendre par elle-même. J'ai vu l'efficacité de cette méthode en passant quand même quelques semaines dans une boîte qui faisait de l'apprentissage entre pairs. C'est le grand jour, je décide donc de lancer ma classe inversée. Comment ça marche? Je commence par présenter le programme des 7 heures qu'on va passer avec les étudiants. Je leur explique qu'on va d'abord commencer par des petits exercices pratiques pour apprendre à manipuler les données. Ce sont des exercices très académiques mais qui vont nous permettre de mettre un peu les mains dans le code. À chaque exercice, chaque personne le fera dans son coin et va restituer à la classe les différentes méthodes trouvées. Ensuite, on comparera tous ensemble la performance de chacune des méthodes et on choisira la meilleure option pour la correction. Et pour l'après-midi, on fera la même chose avec le projet qui est découpé en plein de sous-parties. La méthode marche à merveille, je vois les étudiants qui sont dynamiques et motivés. Le plus surprenant de la méthode, c'est qu'ils trouvent parfois des solutions plus efficaces que les miennes et on les compare tous ensemble. Un autre truc très intéressant, c'est que je les vois chercher des réponses, trouver des réponses et les restituer à l'ensemble de la classe. En bref, je les vois apprendre toutes les 10 minutes. Les 7 heures passent, le cours se termine, ils ont l'air très satisfaits et moi aussi. Cette expérience me réconforte grandement dans mes compétences pédagogiques. Du coup, les mois s'enchaînent, donner des cours c'est très intéressant mais ce n'est pas ma passion. Il s'avère que l'une des personnes qui m'avait trouvé le plan pour devenir professeur avait maintenant un peu plus de temps libre et pouvait reprendre les cours. J'organise la passation. Après mon dernier cours, je me prépare pour aller 2 mois en Asie pour changer d'air. Pendant 2 mois, je vais visiter Hong Kong, la Corée du Sud et le Japon. Le bilan de cette expérience de professeur est très enrichissant. En effet, ça m'a appris à faire confiance à un groupe pour qu'il apprenne de lui-même. Ça m'a permis aussi de me détacher de cette angoisse de la légitimité. Maintenant, je sais qu'il faut juste faire les choses et que ensuite, si les choses sont bien faites, on deviendra naturellement légitime de les avoir faites. Et la véritable leçon que je tire de tout ça est qu'il ne faut pas se mettre de barrières mentales avant de faire les choses. Ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si jamais tu as eu des expériences de profs ou des profs qui t'ont marqué par leur pédagogie, n'hésite pas à le dire en commentaire. En attendant, tu peux mettre un like, partager cette vidéo et surtout t'abonner à la chaîne YouTube. N'oublie pas de mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le milieu.